Bonjour, bienvenue à Sans détour avec Élisane Pellerin. Cette semaine, on reçoit Aldric Vincent, notre chroniqueur. Par la suite, on reçoit Jonathan Pratt, directeur général du regroupement québécois des maladies orphelines. Et finalement, Céline Archambault, directrice régionale de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. On commence l'émission avec Aldric Vincent, notre chroniqueur en accessibilité universelle. Bonjour Aldric. Bonjour Élisane, comment allez-vous? Ça va bien toi? Ça va très très bien, merci. Aldric, tu nous parles des sports à faire pendant la semaine de relâche. Oui, les sports, les activités en général, parce que c'est l'occasion, c'est la première journée de la semaine de relâche. Et puis je voulais faire un petit tour d'horizon des belles activités accessibles qu'on nous propose à travers le Québec. On t'écoute. Alors, on le sait, la semaine de relâche, c'est l'occasion d'activités familiales avec les enfants, voire même avec les petits-enfants. Et c'est dans cet esprit-là, familial, et avec l'aide de la superbe équipe de Kéroul, que j'ai essayé de recenser un petit peu des endroits facilement accessibles. Donc, toutes les activités dont je vais vous parler et bien d'autres, on peut les retrouver sur le site internet de Kéroul, www.keroul.kc.ca, si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils proposent et aller un peu plus loin dans l'expérience. La première activité qui me vient à l'esprit, c'est B-Fly à Brossard ou à Québec. Celui de Laval est malheureusement fermé. C'est toujours une belle activité. Alors, c'est plutôt pour les enfants, c'est vraiment destiné aux enfants, mais c'est quelque chose qu'on peut aller faire en famille. C'est une belle aventure pour les plus jeunes. Il y a une volière magique où on peut voir plein de sortes de papillons. Il y a aussi un labyrinthe. Ça, c'est des activités qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y a aussi une zone un petit peu plus jeune, la zone Bambin de 0 à 3 ans, et le parc fantastique, qui est comme une sorte de module de jeu, qui est lui par contre partiellement accessible. Par contre, le parcours d'arbre en arbre, il est évidemment complètement inaccessible, mais on peut toujours regarder les enfants s'amuser sur le côté finalement. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour un petit peu les activités plus familiales. Il y a un autre endroit que j'aimerais mettre en avant, surtout pour les amateurs de sensations fortes, c'est iFly, qui se situe à Laval. Et pourquoi est-ce que je vous parle de sensations fortes? Parce que là, on parle littéralement de nous faire planer. C'est ni plus ni moins que, vous avez certainement déjà dû voir ça, des grands tubes qui nous aspirent vers le haut comme une sorte d'aspirateur géant. Oui, on a déjà vu ça, entre autres, dans les publicités. Oui, exactement. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que là, c'est ça, on simule ni plus ni moins qu'une chute libre en avion. Donc la sensation forte garantie, et ils ont une vraie volonté de faciliter l'accessibilité universelle, puisque si vous les appelez évidemment à l'avance pour réserver, et en expliquant la nature de votre handicap, ils peuvent vous fournir des harnais spéciaux pour tenir les jambes, et ils vont aussi avoir un instructeur qui va vraiment rester à vos côtés pour tout installer et pour s'assurer que vous soyez bien à l'aise et avec un soutien supplémentaire. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment assez rare pour être souligné. D'ailleurs, je suis en contact avec eux pour filmer tout ça et pouvoir partager mon expérience sur ma chaîne YouTube, MTL en roue libre. Ça devrait se passer assez rapidement. J'espère pouvoir mettre ça en ligne très prochainement. Donc, c'est vraiment une expérience vraiment, quand on est en fauteuil roulant, de pouvoir planer. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment grâce au fait qu'ils veuillent promouvoir l'accessibilité universelle qu'on peut faire ça avec eux. Donc, je voulais les mettre en avant. On veut voir la vidéo. On attend ça avec impatience. J'ai hâte de la filmer parce que j'ai hâte de connaître ça. J'ai jamais fait ça, même avant mon accident, j'avais jamais fait ça. Et j'ai toujours rêvé de faire la chute libre. Donc, je comprends que c'est pas tout à fait la même chose, mais
Mais quand même. Ouais. Non, j'ai hâte de filmer ça aussi, absolument. Donc ça s'en vient. Une très belle initiative aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est la patinoire de l'Esplanade Tranquille à Montréal, dans le quartier des spectacles. Donc ça, on connaît, hein, c'est la patinoire qui fonctionne pendant l'hiver à l'extérieur, dès que la température est de 10 degrés ou moins. Mais là, je pense que là-dessus, on devrait être assez tranquille cet hiver. On a des températures pas mal plus basses. Malheureusement, mais bon, c'est ça, c'est l'hiver au Québec. Mais je trouve que c'est une expérience encore plus féerique le soir, parce qu'on est entouré de toute la lumière de la place des spectacles. C'est vraiment beau. Et il y a un vrai effort, encore une fois, et c'est mis au niveau de l'accessibilité sur cette place. On peut trouver 2 déambulateurs pour que les gens à mobilité réduite puissent glisser sur la glace. Une chaise luge. Donc là, il faut vraiment transférer sur la chaise avec quelqu'un qui vous pousse. Donc là, vraiment, on est littéralement sur une sorte d'autre fauteuil qui devient une luge pour pouvoir patiner finalement. Et il y a aussi des lugiglaces. Alors ça, je connaissais pas. C'est comme des sortes de patins où le fauteuil finalement, pour que ce soit un fauteuil manuel, mais il rentre sur ces patins-là. Donc on n'a pas besoin de transférer. C'est une luge miniature qui permet de glisser en toute sécurité. Encore une fois, il faut bien sûr que quelqu'un soit derrière pour nous pousser, sinon on reste un peu sur place. Mais ça donne une liberté vraiment, je trouve, intéressante, sans pour autant avoir à transférer de fauteuil, ce qui est toujours compliqué. Par exemple, pour quelqu'un comme moi, tétraplégique, transférer de fauteuil quand je suis pas chez moi avec mes toiles, avec mes planches, ben, ça devient compliqué, voire même dangereux. Donc si on peut l'éviter, c'est l'idéal. Oui, effectivement. Les vacances de la relâche, c'est aussi le début de la saison des sucres. Ça s'en vient. Et là, ça me fait penser à l'érablière Bernard du côté de Granby, dans les cantons de l'Est. Alors évidemment, ils proposent tous les classiques de la cabane à sucre, les cretons, les fèves au lard, j'en passe. Il y a bien sûr aussi le sentier dans l'érablière pour découvrir un petit peu la nature et puis le lieu. Mais là, évidemment, ça dépend des conditions, hein. Il y a des jours où ça va être plus compliqué, s'il y a de la neige, s'il y a de la slush, s'il y a de la boue, ça va être beaucoup plus compliqué en fauteuil roulant. Mais si les conditions le permettent, ben, c'est accessible. La raison pour laquelle je voulais parler d'eux, c'est parce que ils sont à l'intérieur, oui évidemment bien au chaud. Ils ont renouvelé tout l'intérieur grâce au programme d'accessibilité des établissements touristiques. Que ça, c'est en partenariat avec Keroul. Et pour vraiment maximiser l'accessibilité universelle, que ce soit au niveau de la salle à manger, de l'entrée, des toilettes et des places de stationnement. Donc, je trouve que c'est une raison de plus pour les mettre en avant et aller leur rendre visite pendant le temps des sucres. Tout à fait. Dans la région de Québec, il y a aussi, alors ça c'est beaucoup plus vieux, plus connu, l'Observatoire de la capitale. Donc ça c'est la grande tour au milieu du centre-ville de Québec, qui, comme on le sait, donne une vue imprenable, c'est ça, sur la vieille ville à Québec, que ce soit le château de Frontenac ou évidemment la vieille ville. Peu importe les conditions de neige ou de froid, on est bien au chaud et c'est totalement accessible. Il y a des stationnements à l'intérieur qui sont souterrains et totalement accessibles. L'entrée principale, les ascenseurs, les toilettes, tout est parfaitement adapté. Et en plus, ce qui cache rien, c'est qu'ils ont accès à la carte C. Donc la carte C, c'est une carte qui permet à l'accompagnateur de ne pas payer l'entrée. On s'en était déjà parlé la dernière fois, mais ça vaut toujours la peine de vérifier, de poser la question, de savoir s'il y a une gratuité pour les personnes à mobilité réduite ou la personne qui les accompagne, parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et c'est pas forcément marqué à l'extérieur. Donc ça vaut vraiment la peine de venir avec ces cartes et de vérifier à chaque fois. Oui, j'ai l'impression que ça doit être sous-utilisé comme carte en fait, là. Oui, vraiment, ça l'est. Puis moi, le premier, honnêtement, on me l'avait faite, cette carte-là, quand j'étais encore en réadaptation. Puis on l'a pas toujours sur nous, on n'y pense pas. Et il y a souvent des nouveaux à la caisse, à la réception, qui sont pas forcément l'habitude et qui nous laissent passer, mais qui nous signalent pas qu'on a une gratuité ou que la personne qui nous accompagne ne paye pas. Donc ça vaut vraiment la peine de poser la question, d'insister un peu pour voir s'il y a quelque chose pour nous. Et c'est à peu près ça. C'est à peu près la liste, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles et adaptées pendant cette semaine. Mais comme je disais en début de l'émission, ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site de Keroul, regarder ce qu'il propose et magasiner un petit peu son activité
que ce soit pour la saison, pour la relâche, mais en général, c'est vraiment une très belle ressource. Oui, effectivement, et on aime beaucoup leur travail. Ils font beaucoup de belles choses avec peu. Donc, on les remercie encore une fois de tout le travail qu'ils font, puis on invite les auditeurs et les auditrices à aller apprécier leur travail. Absolument. Merci beaucoup, Aldric. Merci beaucoup, Lisiane. Je te souhaite une très belle émission et une belle semaine de relâche. On se reparle bientôt. Belle semaine de relâche à toi aussi. Merci. C'était Aldric Vincent, le chroniqueur en accessibilité universelle. On retrouve maintenant Jonathan Pratt, qui est directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Un mois super chargé, mais là, on repart pour une 15e année pour le RQMO. Donc, on a les batteries rechargées à fond. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous soulignez votre 15e anniversaire. C'est quand même pas rien. Tout à fait. Effectivement, on a passé à travers beaucoup. Mais il y a encore du bon chemin à faire, là. Notre but, c'est vraiment que tout le monde au Québec
connaissent le RQMO, surtout les personnes atteintes de maladies rares et orphelines. On en connaît beaucoup, mais il en reste encore des centaines de milliers de personnes là, à rejoindre. Donc, on va continuer le travail. Justement, parlez-moi de votre association. Ben oui, certainement. Donc, en fait, le regroupement québécois des maladies orphelines, comme on vient de le dire, a été fondé en 2010. Essentiellement, notre mission là, se décline en 4 points bien précis. Le premier, c'est vraiment d'informer et de soutenir là, toutes les personnes atteintes de maladies rares au Québec, ainsi que les membres de leur famille, des proches aidants. Et on va aussi aider et collaborer là, avec des professionnels de la santé qui veulent avoir justement plus d'informations sur les maladies rares et qui n'ont pas nécessairement le temps là, d'aller chercher toute cette information-là. On partage évidemment les informations et on discute surtout des enjeux qui touchent les personnes atteintes de maladies rares là, dans l'espace public. On va aider aussi les patients à participer à la recherche, évidemment. Donc, on a justement un employé là, qui est dédié à temps plein sur ça pour favoriser le contact entre les chercheurs et les patients et vice-versa. Donc, on fait la promotion des projets de recherche, justement, qui souhaitent recruter. Donc, des chercheurs là, qui souhaitent recruter des patients. Et puis, on aide les patients à participer à la recherche en s'inscrivant sur des registres, par exemple. Et tout ça. Et évidemment, le dernier point, c'est vraiment de sensibiliser là, la population de façon générale aux maladies rares ainsi que la communauté médicale. Puis c'est pour ça qu'on fait notre mois du zébrier là, à chaque année dans le but justement là, de sensibiliser puis de partager ces enjeux-là là, dans la population. Est-ce que vous desservez tout le Québec? Oui, effectivement. Donc, en fait, l'équipe est en télétravail. On est 5 employés. Pour le RQMO, 4 à temps plein, 1 à temps partiel. Mais notre organisme est vraiment considéré là, comme un organisme provincial. Donc, on dessert vraiment toutes les régions du Québec avec nos services. Donc, n'importe qui, de n'importe quelle région, vous voulez avoir de l'information sur une maladie rare en particulier ou vous voulez savoir un peu les ressources qu'il y a dans votre petit coin de pays, que ce soit Québec, Sherbrooke, Gatineau ou même le nord du Québec. On a une base de données avec plus de 35 000 organisations avec lesquelles on fait affaire. Puis si on n'a pas la réponse, on va vous référer au bon endroit. Donc, c'est vraiment un peu une espèce de Google en organisme, si on veut. Donc, on aide vraiment de cette façon-là là, toutes ces personnes-là au Québec. C'est quand même bon à savoir. Et parlez-moi justement, vous disiez donc le zébrier. Ça vient d'où, zébrier? Et ça fait quoi, en fait, le mois de zébrier pour vous? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu un jeu de mots. Donc, entre le mois de février et le zèbre. Donc, en mixant les deux, ça le fait le mois de zébrier. En fait, faut repartir dans les années 40. Le zèbre là étant l'animal emblématique des maladies rares depuis ce temps-là. En fait, c'est un médecin du nom de Woodward, Dr. Woodward, dans les années 40, qui, dans ses classes de médecine, disait à ses étudiants, quand vous entendez des bruits de sabots, attendez-vous à voir des chevaux. Ne vous attendez pas à voir des zèbres. Puis, dans le fond, cette métaphore-là était utilisée pour dire aux étudiants, essayez d'aller dans ce qui est commun. Donc, des maladies qui sont vraiment le plus communes, parce que, justement, la plupart des maladies se retrouvent dans ces catégories-là. Donc, c'est rare qu'on va se retrouver, justement, avec une personne atteinte de maladies rares. Puis nous, on s'est resservi un peu de cette expression-là pour la renverser. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le zèbre là, de cette façon-là. Fait qu'aujourd'hui, on dit aux médecins, puis on dit à toute la population, si on entend des bruits de sabots, c'est pas forcément des chevaux. Parfois, ce sont des zèbres. Oui, il faut connaître, en fait, l'information pour être capable de détecter là, quand il y a des maladies rares qui se pointent, là, ce qui est peut-être pas toujours... l'information est peut-être pas toujours bien partagée. Hein. Exactement. Puis en fait, il y a même de l'information qu'on connaît pas à ce jour. Donc, il y a des maladies pour lesquelles, par exemple, il y a beaucoup de maladies génétiques. Là, la seule information qu'on a, c'est le gène qui est défectueux. Donc, la maladie s'appelle par le gène défectueux. Et puis, quand on essaie de trouver de l'information, là, que ce soit sur la recherche et tout ça, c'est démontré comme quoi il y a très, très peu de littérature. Puis ça aide évidemment pas les médecins et les professionnels de la santé. Là. Donc, ça fait partie des enjeux, justement, là, liés aux maladies rares et aux maladies orphelines. Là. Le peu d'informations, le peu de recherche, le peu d'attention sur ces maladies-là. Et comme c'est assez rare, en fait, j'imagine que d'avoir des subventions, ça doit être difficile aussi. Donc, pour les gens qui essaient de
de creuser, ça doit être, c'est ça, ça doit être difficile. On n'a rien, on part de rien finalement, là. Effectivement. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on utilise le mois de zébrier. Voyez-vous, on a fait notre campagne, c'est la deuxième année qu'on fait notre campagne Affiche ton zèbre. L'an passé, c'était le début, donc on avait fait des témoignages là dans on s'était servi des écoles. Il y a certaines écoles qui avaient participé là avec les enfants pour sensibiliser. Ils avaient fait des dessins de zèbres, puis on avait partagé ça sur les réseaux sociaux. Cette année, on a eu beaucoup plus de témoignages, beaucoup de gens qui nous ont encouragés, même on voyait ça sur Facebook, on voyait ça sur LinkedIn aussi, sur toutes sortes de réseaux sociaux, sur TikTok. Les gens utilisaient le hashtag Affiche ton zèbre, puis ils partageaient leur histoire. Puis nous, ce qu'on veut essentiellement, c'est qu'un jour, ça devienne vraiment, surtout pour le 28 février ou le 29, là, lors des années bissextiles, une journée internationale, en fait une journée qui devient nationale. Donc, nous, on a célébré la journée internationale des maladies rares, mais c'est pas encore assez, je vous dirais, assez connu dans la population de façon générale. Là, voyez-vous, les médias en ont pas traité du tout. Là. On a quelques entrevues. Puis d'ailleurs, je suis très content là, que vous m'avez justement invité pour parler de tout ça. Là. Effectivement, on le voit pas beaucoup dans les médias dernièrement, mais ça montre à quel point votre travail est nécessaire. Hein? Il y a du travail à faire, comme vous le disiez. Parlez-moi de votre centre AEROR et des centres canadiens AEROR au Canada. Oui. En fait, c'est comme ça un peu que le RQMO s'est bâti au fil du temps. Notre centre IRAR au Québec, dans le fond, les lettres IRAR veulent dire I pour information, R pour ressources, A pour aide, R pour référence et E pour éducation. Donc, c'est vraiment les cinq vertus là, de notre centre d'information. Et puis, c'est ça un peu notre objectif. Donc, les gens, quand ils nous appellent ou ils nous écrivent par courriel, c'est qu'on réponde vraiment à leurs besoins en fonction des ressources qu'on sait qui existent présentement. Donc, il y a certaines ressources que les gens ne trouveront pas facilement sur le web. Évidemment, nous, on prétend pas avoir des bases de données cachées, là. Toute l'information qu'on va chercher, c'est public. Donc, n'importe qui pourrait aller chercher cette information-là. Par contre, la plus-value de prendre contact avec nous, c'est que nous, après ça, on a toutes sortes d'autres services qu'on peut justement aider la personne ou la famille. On a un service de jumelage, on a une ligne d'écoute, évidemment. On réfère vers d'autres organismes. Donc, parfois, on trouve pas ces organismes-là. Donc, beaucoup d'organismes communautaires. Ça peut être pour de l'aide à domicile, du transport. Ça peut être pour, en fait, une panoplie de raisons, là. Ça peut être pour des questions liées au domaine financier, aux impôts. Vraiment, là, on peut penser à la ribambelle de ce qui se passe dans nos vies, dans le quotidien. Puis nous, si on n'a pas la réponse, on peut référer les gens vers le bon endroit. C'est ça qui est, et c'est des organismes qui sont spécialisés. Donc, pour notre centre IRAR, c'est vraiment important qu'on garde cette perspective-là. Puis on fait aussi des formations, on amène des gens. On va dans les facultés des universités pour parler justement des maladies rares. Moi, c'est pas rare justement que je me promène à travers différents congrès pour justement parler de certains enjeux. Donc, on fait beaucoup d'éducation au public liée à ces maladies-là. Beaucoup de choses qu'on connaît pas nécessairement. On peut parler du domaine des assurances, par exemple. Lorsqu'une personne atteint d'une maladie rare et qui a besoin de médicaments, qui sont très onéreux, ça peut aussi avoir un impact sur les collègues de travail qui cotisent et qui disent voyons, pourquoi on paye autant? Souvent c'est la réponse est là. Mais c'est beaucoup de sensibilisation. Puis là, dans les dernières, en fait, depuis 2023, on a mis ce projet-là de l'avant, donc les centres IRAR canadiens, en anglais Canadian IRAR Centers. Et c'est la fondatrice, en fait, du RQMO qui a vraiment décidé d'emboîter le pas. Donc, présentement, les gens peuvent continuer d'appeler justement au numéro de téléphone du RQMO, puis nous écrire par courriel. Et on collabore avec, en fait, une employée là, qui est présentement en Alberta et qui dessert, en fait, l'entièreté du Canada. Donc, évidemment, on est encore au début de ce projet-là, mais éventuellement, ce qu'on veut, c'est agrandir justement cette équipe-là pour répondre. Mais c'est essentiellement la même chose. Donc, quelqu'un de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou des Maritimes, bref, peuvent nous appeler puis demandent d'avoir justement c'est quoi les ressources qu'il y a dans leur province, dans leur petit bout de pays.
et puis on s'assure de répondre à ces besoins-là. Donc, si je comprends, c'est comme une expansion de vos services au niveau du Canada. Exactement. Pour la portion information, donc on a commencé avec ça. La portion soutien, là, c'est sûr que on n'a pas beaucoup de ressources encore. On a juste une personne, donc c'est sûr qu'elle peut pas tout faire. Par exemple, je parlais de notre service de jumelage là au RQMO. Depuis la fondation du RQMO, c'est plus de 800 personnes qu'on a réussi à jumeler. Donc, le service de jumelage, essentiellement, c'est quand quelqu'un nous contacte et demande est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez qui a ma maladie au Québec. Donc, fait que c'est des gens qui se connaissent pas du tout. Et puis, on demande le consentement là, de part et d'autre. Puis, si les deux personnes acceptent ou les deux familles acceptent, bien évidemment, on crée des liens de cette façon-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de passer à travers la maladie. Et ces personnes-là s'échangent des trucs. Il y a des gens qu'on sait là, qui se parlent à chaque jour, grâce justement aux liens qu'elles ont ensemble, là, grâce à en raison de leur maladie, en fait. Donc, ça, c'est un volet qu'on n'a pas exploré encore pour le Canada, mais dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on veut développer là, pour avoir la même chose qu'au Québec. Oui, c'est quelque chose qui, je pense, peut être très, très utile là, pour éviter l'isolement des personnes qui ont des maladies rares. J'imagine qu'ils doivent se sentir isolés. Tout à fait. C'est la première chose. En fait, c'est la première chose que les gens nous disent quand ils nous appellent pour la première fois. La première chose qu'ils nous disent, c'est mon Dieu, j'aurais aimé ça savoir. J'aurais aimé ça savoir que vous existiez quelques années avant. Comment ça se fait que je vous connaissais pas avant ou j'ai jamais entendu parler de vous. Puis 15 ans plus tard, on est encore confronté à ça. On y travaille. On commence là à intégrer le système de santé avec certaines cliniques, certains médecins qui nous demandent nos pamphlets, des trucs comme ça. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que on se bat en fait là, contre d'autres organismes, notamment dans le milieu du cancer, évidemment. Là, il y en existe beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est quand même drôle, je disais qu'on parlait pas justement des maladies rares pendant le mois de février. La journée mondiale du cancer, c'est le 3 février. Donc, c'est sûr que nous, on commence notre mois de février avec une belle annonce et tout ça. Ça a passé un peu dans le beurre, là. Donc, l'attention est vraiment mise sur le cancer depuis plusieurs années. Puis avec raison, je pense qu'effectivement, là, je minimise pas l'impact là, que les gens ont le cancer, mais les maladies rares, c'est de plus en plus sur la place publique. Il y a de plus en plus de médicaments, il y a de plus en plus de compagnies qui s'intéressent à ces maladies-là. Donc, je pense qu'un jour, on va faire notre place tranquillement. Monsieur Pratt, on doit vous quitter parce que c'est terminé pour notre entrevue, mais on va voir donc sur Internet le regroupement québécois des maladies orphelines pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Effectivement, 4 lettres, rqmo.org. Venez nous visiter, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et à vos besoins. Merci beaucoup. Vous écoutez Sans détour.
Nous sommes toujours en train de tenter de rejoindre Mme Céline Archambault, directrice régionale de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. En attendant, nous allons voir quelques nouvelles, en commençant par l'Union européenne, où l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, a engagé un astronaute en situation de handicap et lui a donné la permission donc d'aller à la Station spatiale internationale. L'astronaute John McFall, qui est un Anglais, va pouvoir réaliser une mission comme astronaute dans la Station spatiale internationale. C'est un homme qui vit avec une prothèse à la jambe droite, donc c'est la première personne en situation de handicap qui va pouvoir accéder à la Station spatiale internationale. Il a reçu donc le go de la part de l'Agence spatiale européenne pour faire une mission donc dans l'espace. C'est évidemment, comme c'est une première, c'est évidemment une avancée pour la Station spatiale internationale et on pourra donc suivre les aventures de John McFall comme astronaute dans les prochaines années. C'est une avancée donc pour les personnes en situation de handicap. On me dit qu'on rejoint Madame Archambault. Madame Archambault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va très bien. Vous êtes là pour nous parler donc de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. Donc, vous êtes directrice régionale et vous fêtez vos 50 ans. Oui, c'est ça, en 2025, c'est ça. C'est fondé en 1975, donc ça fait 50 ans cette année. Comment ça a commencé, cette association-là? Ben dans le fond, c'est un monsieur Morneau qui était un parent bénévole. Puis dans le fond, lui, avec plusieurs parents, ils ont commencé à vouloir. Il y avait une volonté dans le fond de fonder là. D'avoir des activités pour les personnes handicapées, là, s'entourer. Leur premier défi, c'était de trouver des bénévoles pour, dans le fond, rassembler les gens, créer des opportunités pour faire des loisirs. Ça a commencé comme ça. Suite à ça, ben c'est sûr que là, il y a eu quelques associations, probablement en 1975 aussi, là, qui se sont manifestées parce que ça existait déjà là, probablement dans le réseau de la santé et tout ça. Puis ils ont commencé à faire un rassemblement là, de personnes qui a voulu penser aux personnes handicapées pour faire des loisirs. Et aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Quels sont vos services? Ben là, après M. Morneau, là, il y a eu dans le fond, M. Marc Richard. Lui, il a été là pendant 38 ans. Oh, quand même. Oui, c'est lui, là, dans le fond, moi, je l'ai connu en 2019, là, moi, ça fait 5 ans que je suis ici, mais M. Richard a pris la barre de cette association régionale, puis, dans le fond, là, ça a commencé vraiment à créer, là, un engouement là, au niveau des associations, plus des organismes communautaires autour, hein, des organismes là qui font soit des centres de jour, soit des résidences là où est-ce qu'il y a de l'hébergement et tout. Puis ces gens-là, ben dans le fond, ils sont devenus membres de l'association régionale. Puis avec l'association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, qui dans le fond, là, on est tous mandatés par le ministère de l'Éducation. Hein, c'est le secteur loisirs et sport. Donc, l'Association québécoise a créé des instances régionales dans les 17 régions. Puis, c'est grâce à ça, là, dans le fond, qu'on a une synergie là, de région. Dans chaque région, là, on fait bouger les dossiers. On se rencontre, là, hein, en réseau, là, on se rencontre, on parle de nos dossiers, on parle de nos projets, les projets inspirants, puis on est capable là, d'apporter ça de chacun dans nos régions puis de le faire vivre. Et justement, quelles sont les villes que vous desservez? Parce que la Côte-Nord, c'est quand même gros, hein? Oui, oui, c'est ça. Ben, ça part de Tadoussac, hein. On est la Côte-Nord part de Tadoussac, où est-ce que le traversier. Puis ça s'en va jusqu'à mon Dieu, Blanc-Sablon, là. Oh, quand même, OK. Ben oui, c'est ça. On a même un organisme qui est membre à Saint-Augustin. Donc, on touche tous les organismes là, qui font, entre autres, des loisirs pour personnes handicapées. De plus en plus, là, on commence à être aussi
connu dans les CHSLD où est-ce qu'il y a un étage avec un technicien en loisir. Hein, ils sont très contents de nous connaître, ces gens-là. Puis dans les municipalités aussi, là, il y a beaucoup de projets qui touchent les municipalités. Puis on invite les municipalités à devenir membres affiliés à nous pour avoir droit aux services aussi, là. Et concrètement, quels sont les services que vous offrez? Vous offrez donc de faire des loisirs avec des bénévoles, puis de faire la promotion des sports, des activités pour les personnes en situation de handicap? Oui, ben c'est ça. Nous, on a un volet régional, hein, donc les organismes, on a une quarantaine d'organismes membres qui sont ici. Ces organismes-là, là, c'est comme je vous disais tantôt, là, c'est soit des centres de jour, des centres d'activité, il y a des résidences aussi, des associations. Alors, ces gens-là, il y a un responsable d'organisme. Puis nous, au niveau régional, ben on fait descendre l'information du provincial, donc des beaux dossiers, là. Je vous donne un exemple vite, là, comme la carte accompagnement loisir. Donc, nous, la carte accompagnement loisir, c'est l'Association québécoise, c'est un programme du ministère de l'Éducation. Puis l'Association québécoise nous demande, là, au niveau régional, de faire la promotion de cette carte-là. Donc, ça permet là, aux personnes handicapées de s'approprier d'une carte. Avec une photo, là, puis nécessairement, nous, on a comme mandat d'aller chercher des partenaires en région qui vont accepter là, d'offrir la gratuité à l'accompagnateur de cette personne-là. Fait que la personne va payer, mais l'accompagnateur, il va avoir la gratuité. Ça, c'est un des services. D'autres services du ministère de l'Éducation qui nous demandent de descendre finalement aux régions, c'est l'aide financière. Donc ça, c'est un gros mandat parce que on a une belle enveloppe là, que nous, on transmet nécessairement aux membres. Ils nous proposent des projets, soit des initiatives locales ou soit un besoin d'embauche d'accompagnateurs. Parce que on sait là, que quand ils font des sorties, ben c'est certain là, que avoir une personne qui accompagne pour aider à l'alimentation, à la toilette, tout ça, là, c'est vraiment c'est vraiment utile. Donc, l'embauche d'accompagnateurs fait partie d'un programme d'aide financière du MEC. Donc, nous, on coordonne là, la transmission de ces aides financières-là. Puis, depuis 2019, quelque chose qui est vraiment, vraiment le fun, c'est l'accessibilité à des équipements. Donc, ça aussi, on a eu des programmes de subvention pour avoir un bel inventaire d'équipements adaptés. Donc, plein de nouveautés hein, à ce niveau-là. Là, comme cette semaine, là, on va faire un patinage adapté. Samedi prochain, ski adapté. Donc, c'est tous des nouveaux équipements de quelques années qu'on fait. Dans le fond, on fait une ouverture à la population cette fois-ci, mais moi, je le fais souvent aux membres aussi. Ils peuvent emprunter ces équipements-là gratuitement pour leurs participants. Pour la population, ben là, il faut faire un petit peu de promotion là, pour que les gens connaissent ça. Donc, ça fait partie d'un beau service, là, les équipements adaptés avec un répertoire. Les gens peuvent aller vérifier le catalogue, voir ce qu'ils ont besoin. Sur la Côte-Nord aussi, au niveau des équipements, on fait partie du programme Circonflexe. Là. Donc, on est sur la carte là, du programme qui est de près d'équipements récréatifs. Mais nous, dans notre cas, c'est des équipements adaptés où est-ce que les gens ils peuvent venir emprunter ça. Ça, c'est bien quand même là, pour les gens parce que c'est quand même coûteux. Puis, on peut faire des essais là, pour voir quel type de sport nous convient ou pas. Là. Oui, puis c'est au Québec, on est très bien outillés on a la chance, nous, sur la Côte-Nord, d'avoir 2 bénévoles attitrés finalement comme instructeurs là, de la Fondation des sports adaptés. Dans le fond, ils restent ici sur la Côte-Nord, mais ils se sont formés là, à l'extérieur, puis ils viennent finalement travailler bénévolement là, sur les pentes, exemple, sur les pentes de ski. Pour pouvoir conduire finalement les gros équipements par descendre les gens. Là, on appelle ça un ski tandem. Oui. Puis c'est ça, on a la chance là, d'avoir des gens régulièrement ici sur la Côte-Nord qui peuvent faire ça à la demande. Là. Donc, suite à ça, nous, au niveau des organismes régionaux, ben là, c'est ça, on en a partout. Fait que souvent, on va faire une activité aussi où est-ce que on va
on va faciliter là, avec un transport d'autobus, quoi que ce soit, pour justement rassembler les organismes pour faire une activité. Je vous donne un exemple concret qu'on fait chaque année, le beau tournoi de quilles. Tournoi de quilles, bon, il y a à peu près 200 personnes qui jouent, pas toutes en même temps, parce que c'est des petites salles quand même, mais ils jouent, mettons, la journée de l'Halloween, la journée après, la journée avant, puis tout le monde participe au tournoi dans leur patelin, mais toutefois, il y a des prix à gagner, un comptage là, de points par rapport à chaque secteur. Donc, ça, c'est dans chaque secteur, il y a peut-être 2 ou 3 organismes qui se rassemblent. Donc, ils voient des gens. Ils voient des gens différents de qu'est-ce qu'ils voient, les gens qu'ils voient tous les jours. Ça leur permet de socialiser puis de s'amuser, là. Puis de faire du réseau également, du réseautage, là, ce qui est toujours une bonne chose pour briser l'isolement. Après 50 ans, c'est quoi vos futurs projets? Qu'est-ce qui reste à faire pour votre fondation? Ben, dans le fond, pour l'association, c'est toujours, il y a toujours des dossiers là qui sont récurrents, là, bien sûr, mais on veut accentuer aussi la connaissance de cette association-là, des services, parce qu'on s'aperçoit que avec le temps, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de roulements dans les intervenants et tout ça, mais dans le fond, d'avoir une notoriété grandissante. Pour que les gens savent là, qu'on a de l'équipement à prêter, qu'on peut faire sur demande, admettons qu'on nous offre on n'est pas trop certain, on veut faire un intervenant, veut faire un projet culturel, admettons, ben nous, on est de rôle conseil aussi. Puis on est de rôle conseil aussi pour l'accessibilité sur le terrain, sur le terrain de la Côte-Nord. Là, je vous donne un exemple. Les mises à l'eau là sur la Côte-Nord, ben écoutez, s'il y a des gens qui veulent faire des demandes là, d'équipements comme des tapis de plage, des équipements où est-ce qu'ils pourraient prêter à longueur d'année sur place, ben c'est avec nous qui peuvent appeler. On peut référer s'ils veulent acheter, mais on peut toujours prêter des choses. Mais un rôle conseil au niveau des intervenants puis des organisations sur la Côte-Nord, là, c'est vraiment bien. On s'aperçoit qu'on nous connaît pas beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux services, donc on essaye de faire beaucoup de chemin avec nos partenaires, les organisateurs communautaires de la clientèle dans les sites de la Côte-Nord. Ils travaillent beaucoup pour nous parce qu'on envoie des messages, là, ils relayent ça à leurs collègues. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et en terminant, qu'est-ce qui est le plus difficile pour les personnes handicapées en région? J'imagine que d'un côté, évidemment, il y a un manque de services parce qu'ils sont pas près des grands centres, mais en même temps, est-ce que le fait d'être en petite communauté, il y a une certaine solidarité qui s'installe qui rend ça plus facile? C'est certain que les organismes comme tels, il y en a qui sont très très dynamiques. Là. Il y a beaucoup d'actions, d'activités qui se font. Ça, on est très très gâtés au niveau des organismes membres chez nous, en tout cas. Un des principaux enjeux, c'est le transport, c'est certain, parce que juste les 2 grandes villes ici sur le territoire, il y a 3 heures. Il y a 3 heures de transport. Donc, c'est certain là, que les autobus adaptés locaux, eux autres, ils sortent pas là, de leur secteur. Non, c'est ça l'enjeu, là, c'est que moi, si je veux faire une activité régionale, comme on est en train de préparer pour le printemps là, un spectacle sur scène, c'est certain là, que moi, j'aimerais avoir le plus d'organismes possible qui participent, mais il faut que j'organise un autobus. Un autobus privé pour qu'ils puissent venir par ici, faire leur voyagement, puis après ça, un petit peu d'hébergement, pour quelques-uns de l'hébergement aussi. C'est ça l'enjeu. Puis localement, moi j'entends, on entend aussi qu'il y a des endroits il y a encore besoin d'un petit coup de pouce pour rendre accessible, là, soit les entrées des magasins, des restaurants, à l'intérieur, les toilettes, tout ça. Là, on a même des beaux centres de plein air là, où est-ce que
il y a des rampes à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a du travail à faire. Donc, c'est certain là, que toutes les subventions qui sont annoncées pour le plein air, le tourisme, tout ça, là, c'est très apprécié. Mais il faut suivre ça de proche là, pour faire des avancées là, dans nos organisations. Je vous rassure, c'est la même chose à Montréal, là. Oui. On a tous à peu près les mêmes enjeux, mais je comprends que le fait que le territoire soit grand, bien sûr, ça demande un peu plus d'organisation, là. Oui, c'est ça. Ça demande de la ressource, hein, quand les gens se déplacent là pour venir faire une activité régionale, ben ça prend plus d'accompagnateurs, donc la ressource humaine est importante. C'est pour ça qu'on a les aides financières qui peuvent aider là à ce niveau-là. Ouais. Madame Archambault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle les 50 ans de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Côte-Nord. Est-ce que les gens peuvent aller voir un site web s'ils veulent avoir plus d'informations sur vos projets? Oui. Oui, rlphcotenord.com. Il va être en refonte dans l'année anniversaire, justement, ainsi que une image de marque aussi qui va changer, mais on va il y a de l'information qui peut être trouvée là nécessairement. Puis je viens de penser à un beau souhait aussi, c'est au niveau de la formation. On a accès nécessairement avec l'Association québécoise de la belle formation à différents niveaux de plein air, le loisir accessible pour les camps de jour, l'accessibilité, les enfants. En tout cas, c'est certain là, que si les gens prennent la peine de suivre ces formations-là, de se renseigner sur qu'est-ce qu'on peut faire en contexte de loisirs, là, on va être plus ensemble pour tourner ça là, vers le positif pour ces gens-là. Là. C'est des beaux projets, donc on va suivre de près votre 50e année et j'espère plusieurs années à suivre. Merci. Merci, Mme Archambault, d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice régionale donc de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord, le ARLPH. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. De retour à la revue de presse, donc toujours en France, les démarches administratives seront bientôt allégées. C'est ce que Charlotte Parmentier, le coq qui est ministre du Handicap, a annoncé la semaine dernière. Donc, ça va permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir moins de démarches administratives à faire, entre autres, avec la loi pour le handicap de 2005 qui fête ses 20 ans. On va déployer des choses au niveau du deuxième semestre de 2025, donc ça s'en vient dans les prochains mois. Entre autres, les personnes en situation de handicap n'auront plus à remplir régulièrement un dossier de renouvellement pour avoir accès au guichet unique de santé. Ils devront simplement cocher une case à chaque 5 ans pour confirmer que rien n'a changé dans leurs conditions. Donc, et aussi, on veut au gouvernement français donc réduire à 2 mois les attentes par rapport aux services pour les personnes en situation de handicap, entre autres en s'aidant de l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'est en cours en France et on espère donc que ça va aider à avoir moins de délais pour les personnes en situation de handicap là-bas. Si on revient maintenant au Québec, il y a des artistes en situation de handicap de Chaudière-Appalaches qui vont présenter un festival, un talent pas si différent du 19 mars au 31 mai dans les régions de Tête-Famaine, de Saint-Georges, Lévis et Montmagny. C'est des arts visuels qui vont être présentés par des personnes en situation de handicap ainsi que des expositions, des ateliers.
Donc, à Tête-Fermelle du 19 mars au 31 mai, à Saint-Georges du 20 mars au 4 mai, à Lévis du 5 avril au 31 mai et à la bibliothèque de Montmagny du 22 avril au 30 mai. Ces expositions, évidemment, veulent faire rayonner les personnes en situation de handicap qui sont aussi des artistes pour qu'on voit leur talent plutôt, évidemment, que leurs conditions. Donc, on vous invite à aller voir un peu plus si ça vous intéresse. Finalement, donc, on parle de la bibliothèque Gabriel Roy, qui est accessible, qui est supposément accessible, devrais-je dire. Elle a été construite il y a 1 an. On en parlait sans détour là, dans les derniers mois. Et on se vantait qu'elle était complètement accessible. Eh bien, surprise, elle ne l'est pas. Donc, encore une fois, il y a une Radio-Canada qui a fait un reportage avec 2 personnes qui sont des citoyennes utilisatrices de la bibliothèque qui nous disent que finalement, ce n'est pas adapté du tout. On parle de rénovation de 43 millions de dollars qui ont été faits il y a 1 an et on parle d'endroits qui ne sont pas adaptés, entre autres des portes qui n'ont pas de boutons poussoirs, donc qui sont lourdes pour les personnes en situation de handicap pour les pousser, une rampe d'accès qui n'a pas de main courante et qui est très à pic, ce qui fait que les gens ont beaucoup de difficultés à la monter sans repartir vers l'arrière, ce qui est quand même une bonne base là, quand on veut entrer dans une bibliothèque. Il y a également donc la porte d'ouverture, la porte principale dont l'ouverture automatique est brisée depuis plusieurs mois. Et dans les toilettes, on parle donc d'un espacement qui est insuffisant pour faire bouger les fauteuils. Et on n'a pas d'espacement en dessous des lavabos pour s'avancer. Et donc, les personnes en situation de handicap qui sont assises dans des fauteuils ne peuvent pas rejoindre ni les lavabos, ni le savon. Qu'est-ce qui est adapté, finalement? Pas grand-chose, Mathieu, c'est ça l'affaire. L'affaire étant que c'est pas super bien adapté et on vous rappelle donc qu'elle est neuve, hein, elle a été ouverte dans la dernière année et malheureusement on se défait à la ville de Montréal qu'effectivement il va y avoir des améliorations à apporter mais qu'on pouvait pas le savoir avant de le vivre. Ce à quoi j'aimerais répondre que faire des consultations avec des gens en situation de handicap et ou avec des ingénieurs qui connaissent la situation de handicap aurait été une bonne chose. D'ailleurs, il y a un guide de l'accessibilité universelle sur le site de la ville de Montréal qui explique comment faire des bâtiments qui sont adaptés et qui, ma foi, n'a pas été suivi par la ville de Montréal lorsqu'ils ont fait les adaptations, les rénovations donc au niveau de la bibliothèque Gabriel Roy. Donc, ça va coûter, encore une fois, plusieurs millions de dollars pour refaire les choses correctement, alors que ça aurait pu être bien fait une première fois si on avait évidemment consulté les personnes en situation de handicap en premier lieu en faisant les adaptations. Donc, la bibliothèque était supposément un exemple au niveau de l'accessibilité universelle, ne l'est pas. Ce serait tout pour nous, donc pour Sans détour cette semaine. Merci à Mathieu Tessier à la régie, merci à Pierre Guérin à la recherche et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde!